Bonsoir et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième webinaire du défi Joint sans sucre ajouté 2024. On est à mi-chemin, là on a passé les 15 jours. C'est probablement difficile pour certains, plus simple pour d'autres. Les défis sont libres, chacun les voit à sa hauteur et à son niveau d'implication. Aujourd'hui, on va vous laisser découvrir nos invités au fur et à mesure. Et je vais passer la parole à Juliette Pont pour vous présenter le premier invité. Merci. Oui, alors bonsoir. On a eu envie d'inviter Anissa Pâtisserie. Il y a Dorothée qui représente justement Anissa Pâtisserie ce soir et on a trouvé intéressant cette démarche parce que c'est vrai que les pâtisseries, dans la tête des gens, c'est le sucre. Et Anissa Pâtisserie, c'est la démarche de cette entreprise, c'est de faire des pâtisseries sans sucre ajouté. Donc j'imagine avec un minimum de sucre ou pas du tout, peut-être remplacé par d'autres choses. Et du coup, on a eu envie de les entendre pour voir un petit peu ce qu'ils avaient à nous dire. Donc Dorothée est là ce soir pour représenter l'entreprise. Et Dorothée, on aimerait bien que tu nous expliques un petit peu ce qu'est Anissa Pâtisserie, comment vous est venue l'idée. Voilà, je te laisse la parole. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec l'ensemble des participants la teneur de notre projet. Alors, notre projet, il a pris naissance il y a 8 ans. Moi, je travaille chez Bastille Médical, donc nous sommes prestataires de santé et je gérais l'activité de diabétologie, donc la mise sous pompe des patients, qu'ils soient DT1 ou DT2. M'est venue l'idée à ce moment-là de me dire, confrontée à l'échange avec les patients, de se dire, c'est bien en tant que prestataire de mettre sous pompe, d'aborder l'aspect très technique de la prise en charge de la maladie. Mais il y a d'autres aspects dans la maladie du diabète. Il y a l'aspect plaisir, il y a l'aspect social. Je me suis dit, mais le moment de partage, au moment d'un repas, une fête d'anniversaire, un gâteau à partager, tout ça devient finalement à nouveau un moment de stigmatisation où on se dit la maladie elle refait encore plus surface dans ces moments-là parce que je peux pas partager parce que voilà. Et je me suis dit ce serait top d'arriver à faire des pâtisseries sans sucre. Et puis à ce moment-là, à la télé est diffusé le meilleur pâtissier et puis je vois qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Anissa, qui est candidate, qui avance et qui progresse dans l'émission et qui est de Nîmes. Et nous, le siège social de Bastille Médical est à Nîmes. Donc, je prends mon Facebook et puis je prends mon culot et puis je lui envoie un petit message en lui disant on ne pourrait pas se rencontrer. J'ai le congrès de la SFD, donc la Société francophone de diabète, à Lyon et j'aimerais bien qu'on fasse un petit atelier pâtisserie avec de la pâtisserie sans sucre, qu'on essaye de l'aborder. Sa première des réflexions a été de me dire mais c'est impossible parce que le sucre, c'est la conservation, c'est un agent de texture, c'est l'esthétique. Jamais j'arriverai à faire ça. Donc, je me suis mis en contact avec le service de diabéto de La Rochelle de l'époque, avec une diététicienne qui était super emballée par l'idée. Elles ont commencé à rechercher quel type de sucre elles pouvaient utiliser. Et puis, elle a fait deux pauvres petites verrines qu'on a présentées au congrès. Et là, tous les médecins nous ont dit, mais c'est génial, il faut à tout prix que vous avanciez. Il y avait des patients qui nous ont tous dit, c'est top, continuez. Donc, on s'est lancé dans à peu près 2 ans et demi de recherche. On ne voulait pas le faire sans la caution médicale et scientifique. Donc, on s'est rapproché du CHU de Nîmes. J'ai toqué à la porte de je ne sais combien de diabétos. Il y en a une qui m'a dit oui, qui m'a dit OK, je veux bien vous accompagner. On a une diète spécialisée en insulinothérapie fonctionnelle qui a accepté de travailler avec nous. Et on a travaillé pendant 2 bonnes années. Donc, Anissa, dans sa cuisine, a essayé de tester les recettes, de sélectionner les différents sucres. On avait un certain nombre de patients qui acceptaient aussi d'être un peu nos cobayes. Et une fois qu'on a trouvé effectivement le bon équilibre, on a pu ouvrir notre pâtisserie. Et aujourd'hui, on a 2 établissements, un à Nîmes, un aux Angles, dans le Gard. On ne travaille que des produits frais et on offre effectivement un panel avec un nombre de catégories de gâteaux très, très variés. Et qui permet de permettre à un patient de manger une pâtisserie sans avoir d'impact sur sa glycémie. Et la plupart des patients, en tout cas, sont très reconnaissants et nous transmettent toute leur gratitude. Et c'est tout le fond du projet, il est là-dessus, c'est de voir des patients qui viennent chez nous et qui sont super heureux de pouvoir manger une pâtisserie, qui piquent après, qui contrôlent et qui me disent, ça n'a pas bougé, quoi. Donc là, on se dit, c'est bon, on a relevé le défi. Alors, il y a plein de choses qui nous résistent encore, qu'on n'arrive pas à faire sans sucre. Donc, on va finir par, je pense, à un moment donné,
céder à la demande des clients qui ne sont pas tous diabétiques ou pas tous aussi, je dirais, attentifs au fait qu'il n'y ait pas de sucre blanc, en tout cas dans nos pâtisseries. Donc, on utilise plein de sucres alternatifs, plein de différents produits. Et si ça vous intéresse, après, moi, je peux vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. Mais en synthèse, voilà le projet, comment il a été monté et comment il a vu le jour. Mais du coup, par quoi vous remplacez le sucre la plupart Alors, du temps? tout ce qui va être pâtes, ce qu'on appelle les pâtes sucrées, les pâtes sablées, on utilise du sucre de coco, puisque son indice glycémique est plus faible que le sucre blanc, même s'il contient du saccharose. L'inconvénient du sucre de coco, c'est qu'il est très humide et qu'en plus, il colore. Donc, ce qui fait que pour les préparations d'entremets, on va utiliser du sucre de fruits. Ensuite, on va utiliser des matières premières qu'on va vraiment très, très soigneusement sélectionner, notamment au niveau des fruits. On va utiliser des fruits qui sont bien à maturité parce qu'ils dégagent quand même un goût plus sucré. Ensuite, on va utiliser des polyols. On utilisera du maltitol issu du malt et du tacates issu du lactose. Et sinon, après, effectivement, on se base sur nos matières premières. Les noisettes, on utilise du lait. Dès qu'on fait un gâteau à la noisette, on utilise du lait de noisette, des noisettes pures et on ne rajoute rien. Et on D'accord, arrive à avoir malgré tout un goût. On le sent qu'il n'y a pas de sucre, hein, on va le sentir, mais on arrive quand même à bien leurrer le palais avec ces différentes alternatives. On n'utilise pas de stevia parce que ça donne un goût et qu'à la cuisson, c'est pas bon. On a utilisé le sirop d'agave, on a utilisé plein d'autres alternatives, l'eau de bouleau. On n'arrive pas à avoir la texture qui va bien. Donc, c'est très d'accord. compliqué. Et on fait aussi très attention sur l'utilisation des farines. On utilise des farines T80 notamment, et sur les températures de cuisson et les durées de cuisson aussi, qui impactent la transformation des glucides. D'accord. Et sinon, votre clientèle, c'est uniquement des malades ou vous avez aussi des gens qui, justement, s'aperçoivent qu'ils mangent trop de sucre et qui se disent, bah, finalement, c'est une belle démarche et on a envie aussi de, voilà, d'acheter des produits chez des gens qui font des pâtisseries avec moins de sucre. On a à peu près 15% de notre clientèle qui est diabétique, type 1 ou type 2. D'accord. Mhm. La majeure partie des diabétiques qui viennent chez nous sont appareillés, sont sous pompe. Ensuite, on a des sportifs en deuxième catégorie, des gens qui ont envie de faire attention à leur ligne, donc ils sont réorientés par leur diète dans le cadre d'un régime, en fait, ou dans le cadre d'une phase de stabilisation, parce que ça peut être considéré comme un écart, comme les petits encas, les petits encas plaisir, sans qu'on ait D'accord. finalement la valeur de l'écart est pas très importante. Et ensuite, après, on a des gens qui viennent juste parce qu'ils sont gourmands et ils découvrent après que c'est sans sucre. En découvrant que c'est sans sucre, alors, on a un peu toutes les réactions. C'est-à-dire qu'on a des gens qui disent, oula, mais attendez, moi, sans sucre, moi, je viens pour manger une pâtisserie, je sais pas bien que ce soit sans sucre. Ou alors, quand on a des patients qui viennent, ou des parents qui viennent, ils disent, non, mais je viens juste prendre pour mon père qui est diabétique ou pour ma mère qui fait attention, mais moi, j'irai me prendre une pâtisserie ailleurs. On a ces réactions-là qui sont très, très nombreuses. Et après, on en a qui sont super contents de la démarche. On a aussi pas mal de patients qui sont en chimio et qui D'accord. ont connaissance effectivement de l'impact du sucre sur les cellules cancéreuses et qui du coup rentrent dans cette espèce de phase où ils se disent que voilà, il faut faire vraiment très, très attention à tout ça. Mais globalement, c'est des gourmands et qui après, une fois qu'ils ont vu que finalement, en goûtant une pâtisserie, finalement c'était très bon parce qu'on redécouvre les véritables saveurs. C'est pas masqué par le sucre. Le sucre, ça pardonne la médiocrité des ingrédients, en fait. Bien En sûr. remettant du sucre, vous pouvez avoir des fruits de piètre qualité, c'est bon, vous mettez un peu de sucre, terminé. Nous, ça pardonne pas. Et si je prends pas des fruits de qualité, c'est- D'accord. ça va être fade. En fait, dans notre défi Juin sans sucre ajouté, on a eu l'idée d'initier ce défi parce qu'on sait très bien que le sucre cause des dégâts sur le foie. Donc, on en parle de plus en plus de la stéatose, de la MASH, ce qu'on appelle aussi la maladie du soda. Donc, est-ce que vous auriez un ou deux petits trucs et astuces à donner à nos spectateurs pour, même s'ils vont pas toujours acheter des produits chez vous, mais pour cuisiner mieux, quoi, sans sucre et En fait, ce qui est compliqué dans ce que vous évoquez, je trouve, hein, c'est que quand le sucre a un pouvoir addictif tel
que je trouve super compliqué. Et notre démarche, elle rend le sucre plus sain, mais elle vient pas régler ce problème d'addiction, en fait, parce qu'on continue à l'entretenir. C'est tout un débat qu'on a eu avec des diabétologues où ils nous disent, mais c'est super votre concept. Les gens, ils vont continuer finalement à avoir envie de ce goût sucré parce qu'ils vont le retrouver. Mais il sera moins fort et en tout cas beaucoup moins nocif pour la santé, très clairement. Alors après, moi, j'aurais tendance à dire, et je me le suis appliqué à moi-même étant une très très grande addict au sucre, les fruits ont, je trouve, un pouvoir sucrant qui est extraordinaire. Et je vois avant, je prenais mon yaourt, je le sucrais, puis je pouvais manger des fruits à côté. Mais là, en fait, moi, je le sucre avec des fruits. Et je trouve que c'est juste extraordinaire. Et je trouve que le produit qu'on utilise, qui est du sucre de fruits, qui s'appelle le délit sucré, je trouve ça extraordinaire comme produit parce que pour le coup, on a le goût sucré, mais j'ai pas de difficultés digestives. On n'a pas tous ces impacts néfastes. Mais la nuance que j'y mettrais, c'est que si on veut essayer de se désintoxiquer du sucre, en tout cas, le goût sucré, on va le retrouver. Même Bah, s'il est plus écoutez, léger. Aujourd'hui, je suis incapable de manger une pâtisserie normale. Incapable. Mais écoutez, j'ai pour autant toujours envie de manger du sucre. Dorothée, merci beaucoup pour ce témoignage et ça va être génial parce que derrière, on a Camille Barraud qui est à la fois addictologue, donc il va pouvoir nous parler de l'addiction au sucre, même Ouais, si elle n'est pas merci. validée scientifiquement. Et du coup, ça fait une très belle transition. Merci beaucoup, Dorothée. Elle est peut-être pas validée scientifiquement, mais elle est bien ressentie, en tout cas, moi, je trouve. Tout à fait. Et j'en parle avec plein de gens Tout à qui sont fait. pareils, quoi. C'est redoutable. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Est-ce que, Bonsoir, est-ce Camille. que vous m'entendez bien? Très Oui, bien. très Très bien. bien, d'accord, parfait. Alors, j'ai écoutez, merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Attendez, ne quittez. Excusez-moi, voilà, très bien. C'est bon. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Merci pour votre partage d'expérience, Dorothée, c'est extrêmement intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans mon entourage, les adolescentes, ma filleule en particulier, a décidé de mettre 30% de sucre en moins quand elle fait des gâteaux. Oui, Elle prend la recette et elle met 30% de sucre en moins. Et en fait, on s'habitue, ma fille fait pareil maintenant, on s'habitue et on a moins envie, enfin, on n'aime plus quand elles mettent la quantité de sucre initialement oui, notée dans la recette. oui, Donc, c'est vrai que ça, déjà, il y a cette question qui aide, hein, je crois, tout simplement. je suis d'accord. Et puis, la deuxième chose, c'est que, par exemple, effectivement, quand on fait des compotes de fruits avec des fruits qui sont un peu mûrs à la maison, ne pas rajouter de sucre. Pas rajouter de sucre du tout. En fait, si on couvre bien la casserole ou qu'on fait au micro-ondes en mettant bien un couvercle, en fait, tout le sucre qui est dans le fruit se développe. Ouais, complètement. Et c'est une bonne alternative, effectivement, pour mettre dans un yaourt ou un fromage blanc euh, et je trouve maintenant même meilleur, c'est des questions d'habitude, mais il faut se déshabituer quand même, comme vous disiez. Ouais, je trouve que c'est pas simple. Et je voyais là, j'étais avec une diète là ce matin qui me donnait des recettes, par exemple, de cookies à base de compote de bananes écrasées et puis de pancakes à base de compote de pommes. Donc là, j'ai tout acheté, je vais tester pour voir un peu. Mm. Forcément, en pâtisserie, on ne pourra pas vendre ce type de produit-là parce que esthétiquement, ça ne sera pas Non, vendeur et que les gens veulent du beau. Mais par contre, à la maison, je me suis dit, bah voilà, pour remplacer le petit biscuit sans sucre, le gerblé qu'on achète dans l'industrie, qui est absolument infect, mais bon, voilà. Mais je me dis, c'est une alternative, il faut le tester en tout cas. Donc, oui, ça fait partie des trucs effectivement. que je vais tester. Oui, oui, il y a pas mal de recettes où on peut remplacer du sucre par de la compote de pommes. Il y a les bananes bread. C'est Il y ça, a ouais. il y a aussi des recettes de gâteaux où on remplace un peu le sucre par des dattes. Alors, c'est toujours du sucre, ça a toujours un goût sucré, Ouais. mais c'est quand même moins sucré et c'est intéressant en fait de changer un petit peu le goût. On s'habitue assez rapidement. Alors, ça va me permet du coup de rebondir sur la question de Juliette. Effectivement, donc moi je suis hépatologue et addictologue et je travaille à la NGH.
Et on a été très intéressés par cette idée de juin sans sucre ajouté, comme sur le principe du défi de janvier, où on essaye de diminuer ou d'arrêter sa consommation d'alcool, parce qu'on sait que d'une part, le défi, le fait que ce soit collectif, bah, ça soutient énormément. Donc nous, on a décidé de le faire avec l'équipe de liaison et de soins d'addictologie, donc on était un petit peu sensibilisés déjà. Et puis on sait aussi que en un mois, on arrive un petit peu à modifier, alors pas complètement, mais on arrive à modifier le goût. Et on prend d'autres habitudes. Donc, effectivement, c'est ça qui nous a vraiment séduit à la NGH. Donc, je parle pour moi et puis pour mes collègues de la NGH, qui est l'association des gastro-entérologues hospitaliers des hôpitaux généraux. On est très intéressé parce qu'effectivement, trop de sucre, alors si on n'a pas de maladie, si on n'a pas de diabète, pas de surpoids, effectivement, le sucre n'est pas nocif, on va dire, pour la santé, mais c'est quand même la deuxième cause de maladie du foie après l'alcool. C'est l'association d'un surpoids avec du diabète, de l'hypertension, du cholestérol. Et les dernières études suggèrent quand même que c'est dans cette triade du syndrome dysmétabolique, triade où parfois quatre symptômes, c'est le diabète qui est le plus problématique. C'est le diabète qui apporte le plus le risque de cirrhose et de cancer carcino-hépatocellulaire. Et puis, on constate également que c'est le diabète associé à l'alcool qui va être le plus problématique. Finalement, mes patients qui ont des maladies du foie, ceux qui ont une consommation d'alcool excessive, et qui n'ont pas un syndrome métabolique complet, c'est le diabète, c'est le sucre. Donc, c'est vrai que cette question nous intéresse parce qu'il y a beaucoup de sucre caché finalement. Il y a le sucre qui est dans les pâtisseries, mais on sait quand on va manger une pâtisserie. Clairement. Mais on sait Clairement, on entre dans pas. une pâtisserie, on sait qu'on va manger du sucre. Voilà. Quand on va manger un saucisson, on s'imagine pas qu'il y a des petites doses de sucre dedans, quoi. Voilà. Et Enfin, je donc, schématise, j'exagère, hein, non, mais non, vous avez raison. voilà. Dans beaucoup de produits transformés, il y a du sucre ajouté. Et puis, l'idée, effectivement, c'est de commencer à regarder un peu plus ces étiquettes. Alors, on n'a pas toujours le temps de faire la cuisine soi-même hein, quand on travaille. Voilà, qu'il y a plein de choses, le rythme est un petit peu endiablé, mais au moins regarder les étiquettes un peu plus précisément. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un point intéressant et on s'est mis à le faire. Donc moi, ce que j'ai constaté également, c'est que au niveau addictologique, j'ai des patients qui sont soit des anciens usagers de drogue, soit des patients qui arrêtent de consommer de l'alcool, mais qui ont un trouble d'usage d'alcool hein, ou un trouble d'usage des drogues. Je parle vraiment des personnes qui ont une addiction. On constate que après l'arrêt du produit, il y a très fréquemment, au minimum, un transfert vers des produits sucrés. Beaucoup de patients disent qu'ils étaient des becs salés et qu'ils deviennent des becs sucrés. Beaucoup de patients prennent du poids parce qu'ils grignotent des choses sucrées. Alors, est-ce qu'on peut parler d'addiction dans cette sphère-là? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait des études supplémentaires. Hein. Ce n'est pas encore très précis. Il y a des pistes qui suggèrent qu'il y a des réelles addictions au sucre, mais est-ce que quand nos patients arrêtent un produit, c'est un transfert vers une autre addiction ou est-ce que c'est une sorte de compensation? Ce qui est sûr, c'est que beaucoup, je veux dire une grande majorité des patients augmentent leur consommation de sucre. Et on a le problème des patients donc, qui vont prendre du poids à l'arrêt des usages de drogue, plus qu'à l'arrêt de l'alcool, parce que l'arrêt de l'alcool permet quand même souvent de perdre un peu de poids quand il y a l'alcool et une alimentation riche à côté. Mais il y a une prise de poids chez les patients qui ont une maladie plus pancréatique, chez les anciens usagers de drogue. Et on a de véritables problématiques, d'autant qu'ils ont parfois également une pancréatite chronique qui va aussi favoriser un diabète. Donc nous, on a vraiment constaté, et ça c'est très clair en addictologie, cette espèce de transfert vers le sucre qui est toujours très surprenant et qui peut être chez certains patients temporaire. Certains patients vont continuer à manger beaucoup sucré, puis d'autres vont s'arrêter au bout de quelques mois, quand il y a un travail de psychothérapie, etc. Donc, Question.
Ça, c'était un point que je voulais aborder. Juliette, vous m'arrêtez quand j'ai dépassé mon temps, parce que Non, j'étais très non, moi, bavarde. je suis pas le maître du temps. Juste, je pense à une chose, Camille, les gens qui sont pas du tout, qui n'ont pas eu une addiction, soit à la cigarette, soit aux drogues, soit à l'alcool, qui viennent juste pour une nage pure, c'est-à-dire qui n'ont pas eu autre chose. Est-ce que vous ressentez chez eux, justement, des fois des gens qui vous disent, bah, j'ai du mal à arrêter le sucre, etc. Ouais. Là, du coup, il y a plus un transfert d'addiction. C'est vraiment, c'est, Ben en fait, il y a des patients qui sont très, oui, qui semblent dépendants du sucre, et puis il y a quand même des études sur l'addiction au sucre hein, qui ont été faites, des études extrêmement sérieuses, neurobiologiques. Alors, en particulier, je cite parce que j'avais été extrêmement intéressée Jamais. par Serge Ahmed, voilà, à Bordeaux, à l'INSERM, qui démontre de façon vraiment très claire hein, et très brillante le fait qu'au niveau neurobiologique, il peut Ouais, ouais. clairement y avoir une addiction au sucre. Après, je pense que le terme addiction, il est discuté par certains collègues psychiatres, euh, même si c'est une sorte d'addiction, puisque le sucre, c'est quand même un produit dont on a besoin pour se nourrir. Ouais. Euh, et c'est pour ça que je crois que certains psychiatres font une petite, si vous voulez, c'est un peu de la subtilité, une petite différence entre l'addiction à des choses, au sucre et les autres addictions. Néanmoins, clairement, au niveau neurobiologique, il peut y avoir des vraies addictions et c'est le même système de récompense qui est mis en activité, en action, qui est surexcité, suractivé en cas d'addiction au sucre. Et il expliquait aussi extrêmement bien que les lobbies et les lobbies pas agronomiques je vais y Agroalimentaire. arriver, les industriels en fait, Ouais, euh, l'agroalimentaire. agroalimentaire, pardon. Excusez-moi, en fait, je suis malade et, et donc j'ai mon cerveau qui bug un peu aujourd'hui. Euh, et qu'en fait, il y a un taux de sucre dans l'alimentation qui, euh, qui permet en fait de rendre les gens accros. C'est-à-dire que si vous faites un produit, si vous fabriquez un produit, un soda ou un produit alimentaire qui ne contient pas assez de sucre, les gens ne vont pas s'accrocher suffisamment. S'il contient trop de sucre, il y a un moment où, que ce soit au plan gustatif comme au plan du cerveau, c'est trop sucré, ça Ouais. dégoûte, on n'a pas envie d'aller plus loin. Et il y a un taux, un pourcentage de sucre qui permet pile poil, en fait, de vous accrocher et de vous donner envie d'y retourner. Évidemment, surtout si c'est associé à du gras et du sel, bien entendu. Mais en dehors de ça, effectivement. Donc, je crois qu'on peut, clairement, on s'engage vers l'idée que l'addiction au sucre, c'est quelque chose qui existe réellement. Ça pose probablement moins de soucis parce que c'est très bien toléré au niveau de la société. Finalement, ça pose problème à personne. C'est plus des problèmes médicaux, je pense, qui vont être secondaires à cette addiction. Vous m'entendez? Donc, oui. 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 Je sais pas ce que tu en penses, Pascal. J'ai envie de te brancher on a la chance de t'avoir comme médecin hépato-addicto. On, on- acceptons le dogme qu'il y a une dépendance au sucre. Voilà, c'est un débat scientifique, mais on va l'accepter comme tel. Est-ce que tu sens dans ta pratique aujourd'hui, les gens qui sont... Est-ce on va consommer du sucre pour sortir d'une addiction ou est-ce que c'est vraiment un transfert d'addiction? Et on ne parle pas, par exemple, de tous ces 6 millions de personnes qui sont consommateurs de cannabis, ou pour certains, quand ils essayent d'arrêter, aujourd'hui, on va légaliser peut-être le cannabis pour son effet oxygène, donner l'envie de manger plus de sucre et de manger plus pour les gens qui sont malades. Il ne se passe pas la même chose quand on arrête le tabac. Des gens nous disent, j'ai arrêté le tabac et on sait qu'on va prendre quelques kilos. Et tous les tabacologues disent, on laisse tomber, c'est pas grave, on s'en occupera après. Mais on voit bien, ça nous a été redit d'ailleurs dans des questions là, qui viennent sur le fil d'actu. Moi, j'ai arrêté le tabac, je suis tombé dans le sucre, j'ai jamais pu faire marche arrière. Donc, on a vraiment l'impression qu'on est tombé d'une. Et puis, je rebondis aussi sur ce que nous ont dit les patients dans le défi de l'année dernière. Mon médecin ne m'interroge jamais sur mon rapport au sucre. On interroge les gens sur leur rapport à l'alcool, sur leur rapport au tabac, éventuellement sur leur surpoids, mais il n'y a jamais aucun médecin qui va venir poser quelques questions pour dire le sucre, ça vous pose un problème, vous avez le bec sucré ou pas. Qu'est-ce que toi, tu aurais comme
enfin, qu'est-ce que tu en tires comme consigne et qu'est-ce que tu aurais à en dire? Est-ce que le message qu'on essaie de faire avancer avec SOS Hépatite, c'est, alors c'est peut-être prétentieux, mais on doit éduquer nos médecins. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire au panel de gens qui sont là? On est aujourd'hui à plus de 3000 patients qui relèvent le défi, de dire comment vous devez parler du sucre à votre médecin? Qu'est-ce que tu aurais envie d'avoir comme malade idéal en face de toi qui parle du sucre dans ses différentes formes par rapport à son tabac, son cannabis, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, nous, on n'interroge pas les patients parce que je pense qu'on ne connaît pas, on ne connaissait pas ou on ne connaît pas suffisamment encore, on n'a pas été éduqué à la fac sur les risques, les dangers du sucre. Ça se développe surtout dans certaines spécialités, en hépato, en diabéto, mais je pense que dans d'autres spécialités, peut-être encore en cardio, on s'intéresse moins à la question du sucre et on ne pose pas la question, effectivement. On ne pose pas la question, alors peut-être que les patients, effectivement, qui s'interrogent, peuvent parler à leur médecin traitant, leur dire que ils ont l'impression qu'ils mangent beaucoup de sucre, que leurs enfants mangent beaucoup de sucre, qu'eux-mêmes mangent beaucoup de sucre. Est-ce que ça peut avoir un impact? Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très, qu'on affiche vraiment le risque sucre. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a des lobbies agroalimentaires comme les lobbies alcooliers ou les lobbies du tabac, qui nous bloquent énormément. Quand on a voulu, quand le collègue diabétologue Serge Herberg a voulu faire passer les petits pictogrammes sur les produits transformés ou non transformés chez les industriels, c'était très compliqué. Donc, je pense qu'on n'est pas non plus beaucoup soutenu parce qu'il y a des lobbies très puissants. Donc, clairement, ce joint sans sucre, il faut que nous, on le diffuse à nos collègues médecins. Il faut qu'on le diffuse et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de l'hôpital pour sensibiliser les gens. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes pour se rendre compte de la difficulté aussi. Et là, clairement, moi, mon expérience personnelle, j'essaye de le faire depuis début juin. C'est dur, hein? Ouais, C'est c'est dur. vraiment C'est difficile. vrai, J'ai c'est des dur. cravings de sucre. C'est vrai, c'est dur, Camille. Ah oui, c'est dur. Et je pensais que ce serait facile. C'est ça qui m'a le plus surprise. C'est que je ne suis pas un bec sucré. Et je pensais que ce serait facile. Et ben, c'est beaucoup plus difficile que je n'imaginais. Mais du coup, Et tu as arrêté quoi, concrètement? qu'est-ce que j'ai arrêté? Ben, j'ai diminué énormément. J'ai rien arrêté complètement, mais j'ai énormément diminué le chocolat, les petits biscuits que je pensais ne pas prendre en grande quantité et que je prends en fait sans m'en rendre compte dans la journée. Hmm. Alors qu'ils sont peut-être au On a travail, vu du à la maison. chocolat dans ton sac à main. Dans mon sac, j'ai toujours un carré de chocolat. Je suis addict au chocolat. Mais ça fait très longtemps. Je n'ai pas une addiction puisqu'en fait, j'arrive à me contrôler quand je prends un chocolat. En fait, je ne suis pas addict dans le sens où je ne vais pas manger toute la tablette. Mais il y a des moments dans la journée où je ressens un craving de sucre et j'imagine à quel point ça peut être difficile pour mes patients. En fait, j'ai l'impression d'être à la place de mes patients à certains moments de la journée. C'est très nouveau pour moi. C'est bien. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et c'est très intéressant. Et je vais pouvoir, pour le coup, moi, ça va changer ma façon de parler aux patients aussi. C'est-à-dire que je vais C'est une vraie expérience immersive. Pardon? C'est une vraie expérience Ah, immersive. complètement. Alors, je pense que c'est en plus, j'imagine, on en parlait avec. Alors, en plus, toute l'équipe de liaison en addicto a décidé de le faire. Donc, on est toutes psychologues, infirmières, médecins, à essayer, pas toutes, mais une partie de l'équipe. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est très peu. Nos patients doivent le ressentir puissance 10 s'ils sont dépendants du sucre. Donc, clairement, on aborde un tout petit peu ce que ça peut être pour nos patients et la difficulté qu'ils peuvent ressentir et peuvent vivre, y compris les patients diabétiques. Donc, moi, je pense que je vais plus interroger les patients sur le sucre à l'avenir. Et puis, je vais être... Bon, alors, je crois que j'ai assez empathique pour essayer de comprendre, de mettre à la place des autres personnes. Mais là, je crois que le vivre soi-même, c'est très différent. C'est une expérience très intéressante. Hmm. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Ah, bah, toute seule, oui. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les thérapies alternatives qu'on entend pour pouvoir justement se désintoxiquer du sucre, telles que la luxoponcture, telles que l'acupuncture, l'hypnose, toutes ces choses-là? Est-ce que vous avez une opinion par rapport à ces thérapies alternatives? Alors moi, j'ai pas du tout d'expérience puisque là, j'ai pas de patients ou j'ai peu de patients diabétiques, j'en ai quelques-uns. Ils viennent tellement de loin avec les problèmes d'alcool qui a ruiné leur vie en entier
qu'effectivement, comme dit Pascal, des fois, ça passe un peu au deuxième plan, hein. D'accord, Faut être d'accord. honnête, hein. Mais en revanche, pour tout ce qui est addiction, oui, bien sûr, on utilise énormément toutes les thérapies complémentaires, que ce soit le MDR, l'hypnose, l'acupuncture, tout ce qui peut fonctionner et qui n'est pas nocif pour la santé, je suis pour. C'est très complémentaire d'un travail médical et psychologique, bien sûr. Mm. Parce qu'il y a aussi toute l'alimentation émotionnelle. Pourquoi Et c'est exactement ce que j'allais vous dire. voilà, il y a des patients, Ouais. quand ils ont des angoisses ou des émotions fortes, ils vont prendre de l'alcool, d'autres ils vont fumer, puis d'autres prennent du sucre. Enfin, quand il y a des compulsions, alors je ne parle pas de la boulimie, mais en tout cas simplement qu'il y a des petites compulsions et des alimentations émotionnelles, c'est à faible, on va dire de façon modérée, c'est des petites choses sucrées. Et puis bon, évidemment, ça peut être de la boulimie où on a besoin de se remplir Ouais, l'estomac, mais là on est dans la pathologie grave, hein, d'accord? oui, Mais en dehors absolument. de ça, bien sûr, il y a toutes les méthodes de relaxation aussi. Il y a toutes les méthodes de relaxation. Essayer avant de manger un truc sucré, qu'est-ce qui se passe pour moi? Mm. Donc, c'est un phénomène, comme vous dites, qui est quand même très ressemblant au phénomène addictif que nous, on voit dans les addictions, on va dire, plus habituelles, qui sont, en fait, qui vont avoir un impact plus rapide peut-être, ou qui se voient plus. Parce que finalement, le problème du sucre, c'est qu'en fait, on va tous, enfin, c'est-à-dire, on va mourir de trop manger. Mm. Mais c'est plus long, c'est plus insidieux, ça se voit pas autant, il n'y a pas autant d'impact que la drogue, le tabac, les gens le savent, l'alcool, c'est qui pose des problèmes plus C'est vrai. rapidement ou plus violents. Mais je crois vraiment qu'effectivement, c'est un problème numéro un aux États-Unis Ouais. et on est en train de les suivre. Un problème avec Je ça, vous propose au niveau peut-être. géopolitique, de se rendre compte qu'en 40, allez, bon, une petite cinquantaine d'années, ou dans les années 80, tous les pays avaient peur de la mortalité par famine Mm. tout le monde disait on n'arrivera pas à nourrir la planète avec 4 milliards, 5 milliards d'habitants, et Oui, qu'aujourd'hui, à 7 milliards d'habitants, la première cause de mortalité, c'est la suralimentation. oui, C'est quand même, bien sûr que ça veut dire que l'industrie agroalimentaire a répondu à relever le défi de nourrir la planète. Mais dans quelles conditions, quoi? bien sûr. Je rebondis sur ce que tu disais, Camille, et je voulais que tu réagisses encore sur tu nous as parlé d'alimentation émotionnelle. Et moi, je trouve que c'est deux mots qu'on n'entend pas assez. Tout le monde, alors quand on travaille, on mange parce qu'il faut manger, parce que c'est l'heure, parce qu'on a faim. Et je trouve que quand les gens viennent nous voir en consultation, à un moment, s'il y a une rencontre qui se fait avec un médecin sur la question du rapport au sucre, euh, on arrive très souvent à parler de mais c'est quoi vos émotions qui vont avec l'alimentation. Et souvent, on a des patients qui nous regardent en disant mais il n'y a pas d'émotion, quoi. Et je trouve que se faire plaisir avec une petite note sucrée, ou je vais pas bien, je vais manger quelque chose de sucré, on s'aperçoit que nos pulsions alimentaires, elles sont complètement de l'ordre de l'émotionnel, ce qu'on connaît Mm, très bien en addictologie, mais qu'on mm. ne connaît pas forcément dans le milieu de la médecine générale ou de la diabéto. Tu Bien peux nous en sûr. dire un petit peu plus sur cette association? Oui, bien sûr, et c'est le terme que utilise mon collègue psychiatre, hein. J'ai un travail avec une équipe de liaison de psychiatrie avec qui on travaille très bien. Il a cette façon, voilà, qui est, à mon avis, très juste de parler de cette alimentation émotionnelle qui n'est pas pathologique, hein. C'est effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est pas des troubles des conduites alimentaires. En tout cas, c'est une toute première phase, je ne sais pas comment il va dire que c'est du polymorphisme, mais c'est pas de la maladie à proprement parler. Mais effectivement, c'est le fait que on répond à une émotion généralement négative, mais parfois positive, mais dans la plus grande majorité des cas négative, de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, de la frustration, par le fait de prendre un produit qui va être un produit sucré, parce que ça va apaiser assez rapidement. En tout cas, c'est comme l'alcool d'ailleurs. Le cerveau va avoir l'impression d'être apaisé très rapidement. Après, il va y avoir d'autres mécanismes qui font que ben, on va avoir une petite hypoglycémie relative quelques heures plus tard. Donc, de nouveau, une petite fringale. Ça a été assez bien suggéré dans certaines études chez les patients qui portent un capteur pour le diabète. On rentre un peu dans un cercle infernal comme avec l'alcool finalement, où on pète, on pense qu'on... Voilà. Donc, il y a le primum movens qui est je prends quelque chose de sucré parce que clairement, ça m'apaise. En tout cas, moi, quand je suis un peu stressée ou autre. Alors, d'autres personnes vont aller fumer, par exemple. J'ai des collègues, ils sont très, très énervés, ils descendent fumer. Moi, je vais prendre un carré de chocolat.
un truc comme ça. Mais c'est quand même le même principe, c'est quand même finalement le même principe, quoi. Et il y a plein de méthodes, comme disait Dorothée. Euh, il peut y avoir des petits moments pour faire de la relaxation, essayer de se poser un instant et de réfléchir à l'émotion qu'on a ressentie. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent de se nourrir en pleine conscience ou manger en pleine conscience. Ça veut dire, attends, là, je prends 2 minutes pour réfléchir. Mm. Je vais manger, est-ce que j'ai faim? Est-ce que ça me fait plaisir? Pourquoi? Et puis, ça laisse le temps de redescendre un petit peu l'émotion et de prendre plaisir à ce qu'on est en train de faire, mais de dissocier finalement l'émotion négative du réflexe de sucre. Je crois que clairement, on est vraiment dans quelque chose qui est très, très ressemblant avec les produits les plus fréquents, en tout cas, comme l'alcool et le tabac. Le nombre de personnes qu'on voit aller fumer parce qu'ils sont stressés, je suis stressé, je vais prendre une cigarette. Je vous propose qu'on avance un tout petit peu. Je vais vous partager quelques commentaires qui ont été donnés sur nos réseaux. Et après, on laissera la parole à notre troisième invité parce qu'on est encore très nombreux aujourd'hui à vouloir échanger. Alors, par exemple, je vois donc sucre, allergie ou intolérance, sensibilité, si vous avez le temps de l'aborder. Alors là, clairement, on va pas avoir le temps. On tient on a dit qu'on avait un live jusqu'à 21h30, donc on va essayer de tenir notre programme, mais en tout cas, on prend note de votre remarque. Il y a eu plusieurs commentaires de personnes qui donc d'elles-mêmes diminuent la quantité de sucre systématiquement dans les recettes de gâteaux qu'elles utilisent. Tout à l'heure, j'ai entendu 30%. Enfin, il y a même là d'autres personnes qui témoignent jusqu'à la moitié du sucre. Et c'est vrai que gustativement parlant, on ne voit pas la différence. Donc ça c'est vraiment un geste simple qui est accessible à tout le monde. Tout est une question d'habitude en matière de goût. Tout à fait. Et les goûts changent et évoluent avec l'âge. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut toujours essayer de nouvelles choses et on peut avoir de très, très belles surprises. Moi, j'ai arrêté la cigarette il y a 12 ans et je suis tombée dans l'addiction du sucre. Ça revient à ce que vous partagiez tout à l'heure. Revenir 4 fois en 1 heure, regarder si des sucreries ont poussé dans le placard, si ce n'est pas une addiction. En effet, ça y fait penser, comme la nicotine dans le tabac finalement, mais tout à fait, hein. C'est bien la même chose. Il est 21h09, donc je vous propose qu'on laisse la parole à notre troisième invité. Je vais présenter Thomas. Euh, on- le pendant des problèmes de sucre ou d'alimentation ou quand on a de la stéatose, c'est effectivement d'arriver à contrôler sa consommation de sucre en excès ou de sucre ajouté, mais c'est aussi d'arriver à reprendre une activité physique. Thomas, je vais te laisser te présenter. Tu es impliqué dans un programme d'éducation thérapeutique ici à Saint-Dié. Tu proposes des choses à un certain nombre de patients, malades ou pas malades. C'est quoi ta vision en tant que moniteur éducateur sportif sur le sucre et sur les connaissances que vous avez dans votre profession aujourd'hui sur les problématiques autour du sucre? Alors déjà, bonjour à tous. Donc moi, je suis enseignant à pas de formation avec un DU ETP et j'interviens effectivement tous les jeudis au centre hospitalier dans l'équipe thérapeutique d'éducation du patient et on a donc plusieurs programmes et notamment depuis quelques temps, je vois beaucoup de patients autour de la NASH, enfin des problématiques de la NASH et qui sont donc intimement liées à des problématiques liées au sucre. Et j'ai envie de dire que moi, en fait, dans mon cadre d'intervention, peu importe le type de patient, on a la même logique, en tout cas dans la prise en charge. Mais automatiquement, quand on parle du sucre, on y oppose forcément, enfin, en tout cas, on y oppose forcément la pratique d'activité physique, puisqu'on on connaît les schémas d'utilisation des sucres par le biais de l'activation musculaire. Et on sait très bien que chez les patients qui ont des problématiques liées à cette consommation, automatiquement l'activité physique est une obligation pour pouvoir avancer dans leur parcours de soins. Et puis en plus de ça, ça permet aussi d'amener d'autres vertus liées à la sociabilisation, pardon, la socialisation aussi évidemment.
et de pouvoir échanger avec d'autres patients sur le sujet. Le sport, c'est vraiment un outil pour moi qui est un prétexte pour permettre aux patients d'avancer un petit peu dans la problématique, quelle qu'elle soit. Si c'est, j'ai entendu parler, alors j'ai pris en cours, je suis désolé, je ne suis pas à fond dedans, comme vous, depuis le début, mais j'ai entendu parler d'addiction et en fait, c'est surtout ça qu'on remarque, c'est que l'addiction, elle est tellement forte que c'est difficile de lutter contre et que automatiquement l'activité physique, c'est aussi une porte, une ouverture vers autre chose et qui peut aider les patients à s'en sortir. Euh, Est-ce que c'est quoi ta position sur le sport sur ordonnance qui est pas encore suffisamment utilisé? Est-ce que, par exemple, un message très raccourci pourrait te dire les gens qui ont eu une addiction au sucre avant même d'être diabétiques pourraient demander voir avec leur médecin d'avoir une prescription? On voit aussi le raccourci, hein, je fais du sport, il me faut du sucre parce qu'avant de faire du sport, il me faut la barre chocolatée, il faut tout ça, etc. Donc, c'est quoi ce lien pour toi entre la prescription de sport et le soin? tu veux que je me fasse des ennemis? Euh, Oui. Alors, la prescription médicale, elle est. Alors, déjà, on peut débattre, hein, parce que forcément, s'il y a prescription, on imagine remboursement et ce n'est pas forcément le cas. Ça va dépendre beaucoup des régions dans lesquelles on se trouve. Maintenant, il existe aujourd'hui on va dire des processus, ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais par exemple, sur le Grand Est, on parle de Prescrimove, qui est l'organisme un peu sport santé, activité physique adaptée, où les médecins peuvent orienter les patients. Mais c'est sur un temps très court. Et après, de toute façon, l'objectif, c'est que les gens reprennent une activité physique régulière. Euh, disons que aujourd'hui, les pathologies sont bien identifiées pour le sport, pour avoir accès au sport sur ordonnance. Je ne suis pas certain que l'addiction au sucre soit encore bien identifiée. Maintenant, automatiquement, si on imagine qu'on peut arriver à poser un diagnostic sur une addiction au sucre, il faudrait pouvoir, dans le même temps, proposer un parcours vers l'activité physique, puisque c'est aussi un moyen d'absorber ce sucre. J'essaye de simplifier le débat, mais c'est clair qu'une personne qui est sédentaire et qui en plus a une grosse consommation de sucre va très très vite dégrader son foie, dégrader son système hépatique, etc. derrière. Et on sait que l'activité physique, avec une prise en charge régulière, avec un accompagnement adapté à chaque profil, parce que c'est ça surtout qui est important, c'est pas dire il faut reprendre une activité physique quand vous êtes face à des patients qui ne sortent plus de chez eux parce qu'ils ont des problématiques personnelles ou physiques, pathologiques. On ne peut pas leur dire simplement aller faire l'activité physique et puis comme d'habitude, aller marcher, faites de la natation, faites du vélo. Voilà, c'est un petit peu le débat, c'est un petit peu le discours qui revient systématiquement. Mais on oublie que ces personnes-là, elles ont une histoire, un vécu, qu'il faut bien les connaître pour les aider à avancer sur ce sujet-là. Et l'activité physique, il ne suffit pas de donner quelques noms comme ça pour les aider. Donc oui, je te rejoins sur ça. Le sport sur ordonnance, c'est une solution, c'est important. Mais à l'heure actuelle, en France, c'est surtout sur certaines pathologies bien identifiées. Alors, on a démarré avec très peu de pathologies au départ, en tout cas pas suffisamment à mon goût. Là, aujourd'hui, ils ont ouvert quand même sur les ALD, ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant, ça veut dire qu'il faut attendre que les gens soient malades pour les aider, quoi. C'est un petit peu le paradoxe, alors que peut-être on pourrait l'identifier beaucoup plus tôt s'il n'y a pas encore de pathologie clairement installée dans un cadre de prévention secondaire, finalement, primo-secondaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas en tout cas. Est-ce que je peux intervenir? Oui, Est-ce que vous m'entendez? oui, Ok, Oui, super. Ben, oui, c'est très intéressant, Thomas, ce que vous dites. Le problème, c'est qu'en France, vraiment, on pêche en prévention primaire. C'est un problème qu'on a vraiment aussi en addictologie. La prévention primaire, c'est un problème de fond. C'est un problème qui est peu pris en compte en France, comme vous dites, et que on soigne. En fait, on agit quand les gens sont déjà malades. Et c'est une vraie. C'est pour ça que je viens sans sucre. Je trouve, ça, c'est vraiment c'est une action de prévention primaire. Ce serait bien que ce soit soutenu. C'est la problématique, effectivement, qui se pose aussi en addictologie, clairement. oui, tout à fait. Thomas, juste une petite question. Pour Bonjour, une Sylvie. grosse feignasse comme moi,
qui vais nager l'été à mon lac, mais donc 6 mois de l'année, je ne peux pas y aller parce que c'est trop froid. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des gens qui ont envie un peu de se bouger, mais voilà, qui ne savent pas trop faire comment, un minimum, quoi. Euh, alors, c'est toujours délicat de donner des conseils comme ça et de les balancer comme un pavé dans la mare. La vérité, c'est qu'on est tous différents. Donc déjà, on a... C'est un lac, c'est pas une mare. C'est un lac, oui. Et encore, hein, je l'ai vu au colloque à Biarritz, ça s'est même pas béni. Donc c'est pour dire à quel point. Oh, c'est pas vrai. Et, non, alors c'est difficile de lancer un conseil comme ça un peu général parce que ce qui est difficile en activité physique, c'est ce fameux concept de motivation. Je parle bien de concept parce que la motivation, ça ne s'achète pas, ça ne se trouve pas n'importe où. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, les gens vont vers l'activité pour résoudre un problème de poids, un problème de santé, etc. Ils oublient très, très souvent que le plus important, c'est la notion de plaisir. Et c'est là aussi où c'est important, c'est que les gens se ressentent sur cette notion de plaisir. Et que le sport, je le disais, pour moi, c'est simplement un outil pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, ce qui est important pour les gens, c'est de savoir de quoi ils ont vraiment envie, avant de savoir de quoi ils ont vraiment besoin. Le besoin viendra après. Dans un premier temps, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on aimerait faire, et puis surtout se retourner vers une personne compétente. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les éducateurs APA qui ont une formation en éducation thérapeutique sont à même de pouvoir les aider de ce côté-là. Et moi, très souvent, dans tous les entretiens que je fais depuis maintenant plus de 12 ans, les gens arrivent sans savoir exactement quoi faire. Ils ont envie de perdre du poids, très souvent. C'est la majorité des cas. Et ils sont prêts à tout pour perdre du poids très vite. Et ça, c'est un danger premier dans nos entretiens. Donc, le premier conseil, c'est de dire, écoutez, déjà, on va oublier cette problématique du poids ou de la santé tout de suite. On va se concentrer sur soi, prendre du temps pour soi, parce que très souvent, les gens me disent, bah, je n'ai pas le temps. Mais quand on veut faire vraiment quelque chose et qu'on a envie de le faire, on y trouve toujours le temps. C'est toujours le même débat. Donc, l'activité doit être priorisée, mais pour qu'elle soit priorisée, il faut qu'il y ait la notion de plaisir et aussi la notion de réussite. Très important aussi de se mettre dans une activité dans laquelle on va réussir parce que c'est comme chez un enfant, ça fonctionne exactement de la même façon. S'il y a la notion d'échec qui intervient très tôt, automatiquement l'activité va s'arrêter. Donc, je ne vais pas donner d'exemple précis d'activité, il en existe plein. Moi, dans mes séances, mes patients font absolument tous les sports. La différence, c'est que je les adapte à eux, c'est tout. Euh, je crois qu'hier soir, Pascal, Sandrine a témoigné, ça fait partie d'un de nos parcours les plus beaux de ces derniers mois. Sandrine Bernard, qui était une de nos patientes, qui était totalement isolée, et on a réussi à bien avancer avec elle sur ce sujet-là. Mais au départ, il a fallu quand même casser plusieurs représentations et l'emmener sur le chemin qui était le plus simple pour elle. Et le plus simple, c'est l'envie, le plaisir et retrouver aussi du monde. Donc, il faut programmer, Juliette, programmer, trouver un groupe, trouver un éducateur. Si on a du mal à se bouger, il faut qu'il y ait une rencontre derrière, parce que la rencontre, ça donne envie de sortir, toujours. Ok, merci Thomas. Il y a une personne qui nous demande, et la marche? Bah, la marche, évidemment que la marche est une très bonne activité. Euh, Tout dépend de l'intensité. Alors après, je ne vais pas faire de physiologie ce soir, peut-être pas, mais on sait qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas la durée, c'est pas l'intensité, c'est surtout de faire en fonction de ses capacités. La marche est une activité d'endurance qui permet de développer beaucoup de capacités, qui a beaucoup de vertus, notamment sur les problèmes lombalgiques, on le sait, c'est une activation des muscles paravertébraux au niveau de la ceinture lombaire. Donc la marche est essentielle, elle est même thérapeutique, je dirais, dans ces cas-là, mais elle est également pour tous les gens qui ont des difficultés à bouger, puisque même si on marche que 5 ou 10 minutes en plus de ce qu'on faisait avant, c'est déjà bien là l'essentiel, c'est de faire un petit peu plus que ce qu'on faisait avant. Parce que 10 minutes de plus à marcher dans la journée, c'est aussi 10 minutes de moins à être assis à la table ou sur un canapé. Donc oui, la marche, on peut y aller. Avec des bâtons, je conseille. Pourquoi avec Qu'est-ce des que tu bâtons? penses il y a plein de médecins qui disent il faut marcher, mais il faut marcher et il faut être essoufflé, il faut forcer, sinon ça sert à rien. Moi, je trouve qu'on a quand même souvent ce discours bah, si vous ne faites pas une activité en dessous d'une demi-heure, ça sert à rien. Si vous ne faites pas mal, ça sert à rien. Si vous n'êtes pas essoufflé, ça sert à rien. Euh, Ça me mais fait du c'est bien. pas ton discours, visiblement.
Non, ça me fait du bien d'entendre un médecin le dire. Parce que ça fait des années que j'entends mes patients me dire, oui, mais on m'a dit en dessous de 45 minutes, ça ne sert à rien. Alors, vous vous rendez compte, effectivement, si on veut leur donner un argument pour ne plus bouger, c'est exactement l'argument qu'il faut leur donner. On Parfait. parle à des gens qui sont peut-être un peu sédentaires, qui ont des difficultés à se motiver, et on leur parle de 45 ou de 30 minutes minimum. Mais c'est le bout du monde, 30 ou 45 minutes, quand on n'a pas la motivation. C'est impossible. Si on leur dit qu'au départ, ils peuvent faire juste un petit tour du pâté de maison sur 5-10 minutes comme ça, juste un petit peu, sans parler d'intensité ou de quoi que ce soit, déjà, c'est un premier pas vers l'activité régulière. Et en plus, les études ont prouvé aujourd'hui qu'on n'est pas obligé de faire très longtemps pour avoir une efficacité ou en tout cas des bénéfices importants sur la santé, puisque je ne sais pas si vous connaissez le Lipox Max, c'était l'étude qui est sortie il y a maintenant plus de 25 ou 30 ans, je n'ai pas la date exacte, où on disait qu'il fallait pratiquer minimum 45 minutes ou 1 heure à une intensité moyenne pour pulvériser les graisses au maximum. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais pendant des années, on s'est basé sur cette étude-là et puis sans prendre en considération justement les volontés des gens. Et depuis 2013, il y a une autre étude sur laquelle on peut s'appuyer qui est basée sur le High Intensity Interval Training, c'est-à-dire le fait de fractionner son effort, faire un effort difficile, un effort lent, un effort difficile, un effort lent, qui permet aussi de varier les types de filières énergétiques, l'exploitation des différents types de filières énergétiques. Et là, on s'est aperçu qu'on avait des meilleurs résultats en termes de gain de force musculaire, en termes de perte de masse grasse, d'exploitation aussi, l'utilisation des sucres à l'effort, puisqu'automatiquement, si on est sur des efforts intenses, on utilise beaucoup plus les sucres qui sont à disposition dans le réseau sanguin. Donc, voilà, et puis on puise un peu mieux dans les stocks aussi de glycogène sur la durée. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que tout est bon finalement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Ce qui compte, c'est de faire selon ses capacités et puis de ne pas hésiter à se faire aider aussi, parce que c'est un métier aussi. Il y a un dernier commentaire pour toi, Thomas. Merci Thomas pour ces paroles réconfortantes. Tout le monde n'est pas état de sortir ni de marcher. C'est vrai. Et il y en a encore un dernier qui est arrivé, pardon. Mais ce que vous dites sur la prise en charge individuelle est hyper important. Moi, j'ai des vertiges et on me demande de sortir marcher, mais je dois me tenir au mur. Là où devrait être le plaisir se niche la culpabilité. Eh oui, tout à fait. Alors, j'ai beaucoup de patientes qui ont des problèmes de vertige et ça, c'est un vrai problème. Bon, l'activité n'a pas d'impact sur les vertiges, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que ce que nous, on propose dans nos programmes ETP, la prise en charge en activité physique adaptée est hyper importante. Alors moi, je suis pas salarié de l'hôpital, hein. Je travaille pour l'hôpital sur les programmes avec lesquels on travaille avec Pascal, sur lesquels on travaille avec Pascal. Mais je travaille aussi sur une association de médecine du sport sur tout le département marnais et on met en place des programmes ETP un peu partout sur toutes les pathologies existantes. Et ça permet aux gens justement qui ont des difficultés, comme la personne qui vient de donner un petit peu son Je vais parcours. donner un exemple concret parce que Thomas est très pudique, mais il a l'intelligence professionnelle de pouvoir proposer quelque chose à tous les patients. On a le souvenir à un moment, on lui a envoyé un patient qui avait des problèmes d'incontinence anale. Ben, vous imaginez quelqu'un qui a des problèmes d'incontinence anale, vous lui dites on va t'envoyer voir le moniteur éducateur sportif. Et on va te mettre dans un groupe. C'était quelqu'un qui s'isolait. La patiente dont il parlait tout à l'heure est une jeune femme qui était agoraphobe, qui rentrait sa voiture et n'allait chercher son courrier à sa boîte aux lettres que la nuit quand elle était sûre qu'il n'y avait plus personne dehors. Donc oui, elle est restée chez elle, elle a mangé et elle s'est gavée de gâteaux et elle a pris du poids et elle a eu des problèmes avec le sucre. Donc à un moment, ces gens-là, on lui dit, quand on veut les remettre dans le groupe, c'est un boulot complet, quoi. Et et Thomas, il peut à un moment simplement demander à quelqu'un de s'asseoir sur une chaise et de se relever 10 fois et voir ce que ça se passe, ou de se mettre à deux personnes et de se balancer un ballon. Enfin voilà, il y a des trucs Oui. risibles vu de l'extérieur. Mais voilà, ça commence. Et la question, c'est exactement la même question que la réduction des risques. C'est où est-ce qu'on met le bas seuil, où est-ce qu'on met la barre. Et je pense que là, typiquement, il faut qu'à un moment, quand on est sur l'équipe multiprofessionnelle, il faut que la barre, tout le monde la mette au même niveau, quoi. Si vous avez quelqu'un qui vient en tant qu'éducateur sportif et qui met la barre très haute, c'est lui qui va générer l'échec pour l'ensemble des professionnels.
Donc, il ne faut pas que ce soit la diète, il ne faut pas que ce soit le psy, il ne faut pas que ce soit l'hépato, il ne faut pas que ce soit le psychiatre, il ne faut pas que ce soit le médecin généraliste. Il faut qu'on soit raccord pour arriver à mettre une. Je pense que Camille ne pourra être que d'accord avec moi. Il faut qu'on mette tous la barre au même niveau, quoi. Et ça nous semble effectivement pas évident, mais même pour l'activité physique, on ne parle pas de sport, parce que dire à quelqu'un, il faudra aller prendre votre carte et puis aller au club de tennis ou à la piscine 3 fois par semaine, ok, on est capable de. Tout le monde peut le dire, et tout le monde n'y arrive pas, bien sûr. Non, non, ça c'est sûr. Et je voudrais juste répondre à la dame, je sais pas, ou le monsieur, je ne sais pas, qui a dit que à cause des vertiges, on ne peut pas faire d'activité. Et, moi, j'ai des personnes qui ont des vertiges régulièrement que je prends en groupe. La différence, c'est que ben, je m'adapte à leur ressenti. Et puis, ben, on sécurise. Nous, on est là pour encourager, sécuriser et accompagner. Donc, à partir de ce constat-là, on prend absolument tout le monde. Moi, cet après-midi, dans un groupe de 10 personnes, j'en avais la moitié qui était sur une mobilité très réduite, que j'ai fait travailler exclusivement sur chaise avec des exercices très ciblés par rapport à leurs problématiques. Et, donc, les vertiges, en travaillant sur chaise, on peut faire énormément de choses aussi. Et puis, ça permet d'être dans un groupe et de sortir un petit peu de chez soi parce que forcément, l'isolement social, on sait aussi que c'est un facteur de risque très, très important pour toutes les pathologies, quelles qu'elles soient. Merci pour tous ces éléments, Thomas. On touche à la fin du live. Il nous reste encore 3 petites minutes. Pascal, on te laisse le mot de la fin? Ouais, moi qui ai une question brûlante encore avant que je conclue. Il n'y a pas de questions pour un de nos trois invités ce soir. Eh bien, je vais conclure. Alors, je vais conclure déjà en vous invitant à tous ceux qui étaient là ce soir, en remerciant tous ceux qui, à 20h30, nous ont rejoints pour le live. Merci. Merci à nos trois intervenants. Le prochain et dernier live où on partagera l'après, l'après tout frais, ce sera le 3 juillet, le mardi 3 juillet, à la même heure a priori. On vous laisse encore des surprises pour vous dire quels seront les intervenants et les sujets. Ce que j'ai retenu, moi, de la soirée, c'est que, en fait, j'ai envie de dire que le, le patient est au centre du dispositif et c'est à lui de dire quel dispositif il met autour de lui. Et c'est très canadien, ça. Les Français, ils mettent un dispositif, on est les forces de l'ordre et on vous met au milieu. Et ben, c'est pas rassurant du tout quand on est le patient au milieu d'un dispositif comme ça où les gens vous écrasent et vous contraignent. Or que dans les modèles plutôt anglo-saxons, c'est le patient qui dit, bah, alors j'ai besoin de la diète, j'ai besoin d'un moniteur éducateur. Alors les pathos, j'en ai pas du tout besoin là. Par contre, moi, je voudrais bien un addicto. Par contre, je voudrais bien un psy, etc. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à ne pas tomber dans le piège de dire c'est quoi le parcours de soins et quels sont les professionnels qu'il faut mettre absolument. Et vous allez aller chercher votre ticket chez la diète, chez les pathos, chez le psychiatre, chez le machin, etc. Mais ce soit bien le patient qui, à un moment, et je pense à un moment que les pathos peuvent avoir la même importance que le pâtissier. Et je crois que la question à ce moment-là, et le pâtissier qui va venir parler du plaisir, ben bien sûr que ça va pouvoir faire écho quand les gens vont arriver chez le psy ou chez leur médecin généraliste, et en disant apprendre à se faire plaisir. Thomas l'a redit, on ne peut pas faire de sport sans se poser la question du plaisir. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et c'est un petit peu ce que j'ai entendu moi ce soir, c'est lâchez-vous, prenez du temps pour le plaisir, prenez le temps de vous poser la question de votre plaisir et osez parler de votre plaisir à votre médecin. L'addiction, c'est pas Camille qui dira le contraire de ça. L'addiction, c'est un moment, si on est addict, c'est parce qu'on a pris du plaisir à un moment. On le perd quand on devient dépendant, clairement, mais à un moment, il a été question, ça faisait du plaisir, quoi. L'héroïne, ça donne du plaisir, l'alcool donne du plaisir, le sucre donne du plaisir, le tabac donne du plaisir, etc. Donc voilà, lâchez-vous plaisir. C'est aussi ça le mois de juin sans sucre, c'est un défi collectif. C'est chacun se pose la question de son rapport au sucre et au plaisir et essaye de faire un petit bout de chemin dans cette compréhension. On espère que vous allez être toujours aussi nombreux à nous suivre et à continuer. Et promis, on ira regarder ce qu'il y a dans ton sac à main, Camille, et s'il n'y a que des morceaux de chocolat et pas des tablettes complètes. Merci à tous.